À la une ce soir, la chef d'établissement du collège Belle Étoile de Saint-Joseph agressée par la grand-mère d'un élève. Les faits se sont déroulés ce matin en présence de la principale adjointe qui aurait été bousculée également. L'agresseur a dû être maîtrisé par les forces de l'ordre puis placé en garde à vue. Nouveau suicide au centre pénitentiaire de Ducos. Un détenu a mis fin à ses jours par pendaison la nuit dernière. Ce troisième cas en un mois serait la conséquence des mauvaises conditions de détention selon le syndicat FO de la prison. Les jeunes sensibilisés au tri sélectif ce matin. L'opération menée par l'Espace Sud dans une école primaire du Saint-Esprit s'est focalisée sur le recyclage du verre. Objectif, enseigner aux élèves et à leurs parents les bons réflexes pour protéger la planète. Et puis, autre sensibilisation à la culture et l'information cette fois-ci avec le mois du film documentaire organisé par la ville du Lamentin. Des projections en présence des réalisateurs sont programmées au centre culturel de la ville. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info. C'est une rentrée scolaire très agitée qu'a vécue ce matin la principale du collège Belle Étoile de Saint-Joseph. Elle aurait été agressée par la grand-mère d'un élève venu chercher des documents administratifs dans l'établissement. L'agresseur aurait bousculé le chef d'établissement ainsi que son adjointe. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour la maîtriser. Voyez ce reportage d'Alizé Lutrin et de Guerafel René. 8h30, à l'heure où les élèves entrent en classe, dans le bâtiment de l'administration se déroule une scène surréaliste. La grand-mère d'un élève, venue chercher les papiers de déscolarisation de son petit-fils, perd son sang-froid. Elle menace, insulte et finit par pousser violemment la principale ainsi que son adjoint qui tente de s'interposer. Alertés, les gendarmes arrivent rapidement sur place et ne peuvent contenir l'individu. Pour la calmer, les forces de l'ordre n'ont d'autre choix que de la plaquer au sol avant de l'embarquer au poste. Quelques heures après son agression, la principale du collège est encore abasourdie par la scène qu'elle a vécue. Physiquement ça va, émotionnellement bon, ça bouscule et toujours un petit peu, ça bouleverse un petit peu, mais bon, ça va aller, c'est sûr et certain. Je veux surtout ni surenchérir, ni surdéterminer, ni diaboliser. On est vraiment sur un cas isolé, sur le cas de quelqu'un qui n'a pas su se maîtriser, qui a peut-être ses propres valises ou bien son état d'esprit d'exigence et bon, je n'ai même pas porté de jugement. Car en 30 ans de carrière, elle n'avait jamais subi une telle violence. On est dans un établissement où les relations avec les parents se passent très bien, on est dans la collaboration sur plein de choses, déjà sur l'encadrement des élèves, sur les projets, les parents sont mobilisés, ils sont présents. Parfois ça, entre guillemets, chauffe un peu, mais en général, par le dialogue, par le discours, par l'échange, la communication, les choses rentrent dans l'ordre et même si de temps en temps on peut avoir droit à 2-3 regards de travers, ça ne va jamais plus loin. La scène s'est déroulée loin des yeux des enfants mais révolte certains parents d'élèves comme ces mamans, mis au courant de l'incident au moment de la pause déjeuner. Je trouve que c'est triste, c'est désolant et franchement on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et on se dit qu'il faut vraiment recadrer les choses afin que ce genre de choses-là ne se reproduisent pas, parce qu'on n'a jamais vu ça ici dans notre établissement. Vaut mieux dialoguer avant de venir aux mains, puisque c'est nous les exemples des enfants. Si on se met à se battre avec nous, enfin les parents, les adultes, que feront les enfants de demain? Depuis l'altercation, la femme en question a été placée en garde à vue. La principale du collège, elle, a porté plainte. Une rentrée scolaire beaucoup moins mouvementée aujourd'hui dans la commune de Schellcher. Après 3 semaines de grève et de fermeture des établissements scolaires, les enfants ont pu reprendre le chemin de l'école. Certains services de cantine ont néanmoins été perturbés. Les crèches devraient rouvrir leurs portes demain. En revanche, les grévistes sont toujours mobilisés. Autre mobilisation qui continue, celle des agents du PNM. Si vendredi dernier, le juge administratif a rendu une ordonnance enjoignant toute personne occupant sans droit ni titre de libérer les accès du PNM, les grévistes affiliés à la CDMT, CFDT et CGT ont assuré poursuivre leur mouvement. Ils ont déclaré être toujours en attente d'une rencontre avec le président du conseil exécutif de la CTM pour discuter des problèmes de management dans la structure. Une réunion entre les élus du conseil d'administration qui soutiennent le mouvement est prévue demain midi.
Nouveau suicide à la prison de Ducos. Un détenu s'est donné la mort la nuit dernière. Ce sont ses co-détenus qui l'ont retrouvé pendu au barreau de sa cellule et qui ont donné l'alerte. C'est le 3e cas en un mois et pour le syndicat FO, il s'agirait d'une des conséquences directes des mauvaises conditions d'incarcération. Reportage de Jean-Marc Dabreux. Le centre pénitentiaire de Ducos, théâtre d'un nouveau drame. Laurent B, incarcéré ce dimanche, s'est pendu avec une corde fabriquée à l'aide de ses draps. L'homme de 47 ans, condamné pour des faits de violence conjugale, a séjourné une première fois en prison, relâché le 25 octobre dernier, puis réincarcéré pour les mêmes faits. Ce nouveau séjour lui aura été fatal. Dimanche, lors de son admission, le personnel de la prison n'a pas repéré de comportement suicidaire. Mais pour ce représentant du personnel, ce nouveau drame est bien la conséquence de mauvaises conditions d'incarcération. Ce n'est pas la loi des séries. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, face à ce suicide et face aux 2 suicides qui sont déroulés au mois d'octobre, il faut mettre en face des conditions d'incarcération, des conditions de vie en détention exécrables. Il faut mettre en face la surpopulation carcérale. Il faut mettre en place le manque de moyens. Monsieur Urvoas, il y a 1 an, nous avait promis la construction d'un centre de semi-liberté. Madame Belloubet, aujourd'hui, a pris la décision d'annuler cette décision. Donc, vous comprenez que face à ces suicides, on ne peut aujourd'hui mettre en exergue que la responsabilité de l'institution, de nos dirigeants, de nos gouvernements. Sur les 900 détenus du centre pénitentiaire, 40 font l'objet de signalements en raison d'un profil psychologique fragile. L'administration judiciaire n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Fort-de-France. Après la Martinique et la Guadeloupe, le Premier ministre a poursuivi sa tournée des Antilles françaises aujourd'hui à Saint-Martin. 2 mois après le passage de l'ouragan Irma, les enfants de l'île ont repris le chemin de l'école et comme il l'avait promis, Édouard Philippe s'est rendu sur place pour constater le bon déroulement des opérations. Reportage de nos confrères de TF1. Bonjour. La visite avait plutôt bien commencé. Ouais, ça va bien. Venu à Saint-Martin pour constater les dégâts et la lente reconstruction des infrastructures sur l'île, 2 mois après le passage d'Irma, le Premier ministre est interpellé par une habitante excédée. De l'argent, il nous faut de l'argent tout simplement, on ne fait pas la mendicité. Principale préoccupation de cette Saint-Martinoise, l'indemnisation des assurances. On a eu 0 centime jusqu'à maintenant. Dites-moi que vous n'allez vraiment pas avoir des paroles politiciennes, mais que vous allez agir. On a besoin. J'aurais très bien pu ne pas venir aujourd'hui. Ouais, enfin, quand même, c'est aussi votre job. C'est votre job. Je viens là pourquoi? Parce que je considère qu'on doit être à la hauteur de ce qui s'est passé. C'est dingue ce qui s'est passé ici. Oui, c'est dingue. C'est une catastrophe terrible. Bon, il faut reconstruire. On ne reconstruira pas en 3 jours et vous le savez très bien. Pour la reconstruction justement, Édouard Philippe annonce le gel des charges sociales patronales pendant 1 an pour les entreprises. Une enveloppe de 62 millions d'euros pour la collectivité territoriale et l'arrivée prochaine d'une aide financière délivrée sous forme de carte prépayée. Cette carte prépayée bénéficiera aux familles les plus défavorisées, atteindra 300 euros par adulte et jusqu'à 900 euros par foyer en fonction du nombre d'enfants. Ultime promesse pour vérifier l'application effective de ces mesures. Tous les 2 mois, un membre du gouvernement aura pour obligation de revenir sur place. Et vous le savez, hier, c'est en Guadeloupe que le Premier ministre faisait la tournée des sites frappés par l'ouragan Maria. Cette fois-ci, Édouard Philippe a rencontré les acteurs des secteurs les plus touchés, ceux de la banane et de la pêche. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. Lors de cette visite ministérielle, les pêcheurs ont abordé la question des indemnisations après le passage de Maria. Un rapport sur l'état des lieux des pertes en Guadeloupe a été remis au Premier ministre et au ministre des Outre-mer. La pêcheur a parlé, nous avons toujours l'argent. Nous avons dit non, pas toujours l'argent, nous avons parlé d'autres buts. Nous avons une structuration à un métier là, où nous ces jeunes-là, parce que des jeunes qui veulent faire la pêche, il faut rentrer un métier là, il faut savoir qui j'aime qu'il faut rentrer. Et on y plein de on y l'URSSAF, on y CPO, on y l'ENIM, on y plein de problèmes à régler. Mais ces problèmes sont un problème global. Et on ne peut pas parler de ça comme ça, parce que ça prend un nombre de temps, il faut décider pour parler de ça. Mais nous bien fallu comprendre que nous sommes obligés de discuter à ça. Durant la rencontre, les pêcheurs ont évoqué leurs difficultés au quotidien et leur volonté de mieux structurer la filière. La pêche, c'est un facteur économique non négligeable en Guadeloupe, mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas structuré comme il faut. Et nous, parce que ça, le comité de Guadeloupe, c'est son nouveau président qui est là, pas notre qui est élu,
Et bon, nous entrons en place là et nous avons essayé de transformer le là. Faire ça marche comme d'autres gens. Parce que nous avons senti que la pêche, ni moyen de faire la pêche progresser, ni moyen de transformer le métier là, ni moyen de faire l'habitat, et ni moyen aussi faire jeunes retourner dans la pêche. Alors nous là, nous avons ces jeunes-là, il faut nous servir de quoi la transmission, mais pour nous servir de quoi la transmission, il faut nous aussi mettre les moyens là, mettons base là, pour les voyous rentrer là, ils savent qu'ils trouveront bien. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'actuellement, nous avons le conseil régional et le conseil départemental, et ces entités-là d'accord à travailler avec nous pour nous voir quand nous mettre en place, quand nous faire pour nous progresser à niveau de la profession. Après cette visite, les pêcheurs disent avoir le sentiment d'avoir été écoutés, mais ils restent vigilants et attendent des résultats. De retour en Martinique avec cette opération de sensibilisation au tri sélectif à l'attention des jeunes menée par l'Espace Sud. C'est le recyclage du verre qui était au centre de la manifestation du jour. Les agents se sont rendus dans une école du Saint-Esprit pour former les élèves aux bons réflexes pour protéger la planète. Reportage de Louis Sabas. Là, tu as un bocal en verre. Donc, tu as bien entendu tout ce qu'on t'a expliqué sur le verre. Un jeu pour mieux comprendre le tri sélectif. Plastique, métal, déchets organiques et bien sûr le verre. Tu vas mettre où? Dans la borne verte. Très bien. La star de cette session de sensibilisation, ces élèves de l'école de Grand Bassin découvrent l'utilité de son recyclage. J'ai déjà vu traîner du verre à la plage. Souvent, ça peut couper les gens. Au lieu de les laisser traîner, on peut faire du recyclage. Ne pas les laisser à terre, on peut faire du carreau avec. Le verre dure aussi pendant 4000 ans. Ça m'a surpris, c'était un peu bizarre parce que il ne faut pas laisser traîner les ordures par terre. Depuis un mois, les agents de l'Espace Sud se rendent dans les écoles de Saint-Esprit. Cette opération, Verre de tri, comme les précédentes, a pour objectif de faire des plus jeunes les ambassadeurs du tri sélectif. Une mission acceptée volontiers par les élèves de l'école de Grand Bassin. Je vais dire à mes parents qu'il faut jeter les déchets, tout ce qui est pourri dans la poubelle marron, le plastique, mais pas n'importe quel plastique, dans la poubelle jaune. Par exemple, les jouets dans la poubelle grise et les bouteilles en verre dans la poubelle, dans la bande verte. C'est important pour moi parce qu'en 25 ans, il n'y aura plus de décharge en Martinique. Comme il n'y aura plus de décharge, on va dormir dans les poubelles. Pour éviter que le petit Jean-Joseph ne croule sous des montagnes d'ordures, de grands enjeux attendent la Martinique. L'implication des plus jeunes semble primordiale. Nous savons qu'il y aura une dernière décharge et que cette décharge n'a pas une vie limitée. Donc il est très important de montrer déjà aux plus jeunes, parce que c'est eux qui seront impliqués, qui seront les acteurs de ces prochaines décennies concernant le tri. Donc il est important de leur montrer comment faire, de leur faire comprendre qu'il y a des enjeux, qu'il y a peut-être de nouvelles solutions qui pourront être apportées. C'est vrai que nous parlons du verre parce que c'est une matière qui finit malheureusement en décharge, alors qu'il y a la possibilité de le réutiliser en sable ou en gravat. L'opération Verre de tri en est à sa 4e édition pour l'Espace Sud. Chaque année, ce sont des milliers de nouveaux petits Martiniquais, futurs acteurs du recyclage, qui sont sensibilisés au tri sélectif. Quel impact notre environnement a-t-il sur notre santé? C'est la thématique du débat public prévu demain soir au Centre culturel de Rivière-Salée. Pour en parler, nous recevons le président de la CRSA, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique. Bonsoir à vous, Marcel Clodion. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, selon une étude réalisée par le cabinet Calistat, de manière générale, les Martiniquais se disent sensibles à l'environnement. 7 sur 10 estiment que l'environnement peut avoir un impact sur la santé. Alors, vous avez déjà tenu 3 premières réunions publiques au Robert, au Lamentin et à Saint-Pierre. Est-ce que les statistiques réalisées sur 400 personnes se sont confirmées? Est-ce que dans les réunions, c'est un peu ce que les Martiniquais ont dit? D'une manière générale, on peut penser que ce qui a été observé au cours du sondage que nous avions commandé se concrétise dans les échanges et dans les thématiques qui sont avancées par les personnes qui participent à ces débats. Nous savons par exemple qu'il y a une préoccupation très forte pour la qualité de l'air. Ça s'est vu en particulier dans le plus récent débat à Saint-Pierre, où il y a des questions non seulement de la brume des sables qui concerne tout le monde, mais aussi parfois du transit, des camions
qui transportent des matières sablonneuses, etc. Et donc, en général, les préoccupations qui étaient celles ressenties au niveau de ce sondage se concrétisent dans les échanges que nous avons. Ce qui est intéressant, c'est de faire participer le public à ces débats parce qu'on a en quelque sorte un retour non seulement sur le ressenti, mais on peut mesurer les faits et le besoin de participer que ressent la population dans les décisions qui peuvent être prises en matière de santé, en matière de prévention surtout. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Alors l'avantage de la réunion publique, c'est qu'il y a des professionnels sur place qui peuvent répondre aux questions. Sur place, il y avait les professionnels de Madininer. Quant à la question de la qualité de l'air, que répondent-ils? D'une manière générale, les explications qui sont données portent sur les efforts qui sont réalisés pour connaître la qualité de l'air précisément, mais aussi l'accent est fortement mis sur ce qu'il reste à faire. Souvent, on a encore quelques domaines dans lesquels des explications plus poussées sont demandées. On est surpris parfois des retours de questions qui viennent de la part du public et qui souhaitent en savoir davantage. Là, par exemple, il y a des questions qui se posent sur les composants chimiques de l'air. Qu'est-ce qui se passe? Que contiennent ces brumes de sable, par exemple? Et les réponses qui sont données sont des réponses explicatives, sont des explications, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a encore des études à faire et sans doute des explorations scientifiques qui doivent être menées. Mais d'une manière générale, les gens obtiennent des réponses aux questions qu'ils posent. Madininer explique son travail, comme il est arrivé aussi que des médecins soient participants comme experts au débat et eu à expliquer davantage les maladies respiratoires, les mécanismes qui sont en jeu dans les problèmes respiratoires. Alors, vous allez à la rencontre du public avec des réunions publiques délocalisées. Est-ce que les précédentes ont intéressé justement le grand public? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? De toute façon, c'est un effort que nous avons entrepris de faire qui nous paraît essentiel parce que jusque-là, d'une manière, il est vain pour nous de tenir des débats où nous serions entre nous et entre professionnels. Cet entre-soi ne débouche pas sur une amélioration des politiques de prévention et de soins. Et je pense qu'il y a un très gros effort à faire pour aller au-devant de la population, là où elle se trouve. Et en particulier, le deuxième débat nous a convaincus de la nécessité peut-être de ne pas seulement se figurer de travailler dans les sous-territoires de santé. Vous savez que le pays est divisé en 4 sous-territoires, Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes, Centre et Sud, mais peut-être d'aller dans certaines communes, là où il y a une densité plus importante d'habitants, pour pouvoir porter ce débat. Alors, à quoi serviront ces débats, justement? Ces débats nous servent à entendre la population et nous, CRSA, notre rôle qui est un rôle de constituer des avis pertinents sur la politique de santé. Notre rôle sera de faire remonter, par exemple, à travers le plan régional santé, les préoccupations de la population et de pouvoir les traduire dans les politiques qui seront menées, par exemple, en matière de prévention de la santé environnementale. Très bien. Donc, le rendez-vous pour les habitants du Sud, c'est demain? C'est donc demain à Rivière-Salée. 18h30. Et puis, nous avons prévu le 30 novembre de rassembler un peu tous ces débats en faisant un seul et en invitant toute la population qui y a participé le 30 novembre à Madjana, à 18h30. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où la ville de Saint-Laurent-du-Maroni a fait vivre la culture dans la rue avec la 5e édition du Harpassi. Tout le quartier de la Charbonnière s'est mobilisé pour faire vivre l'événement. Et puis, Hubert Bornil vous parlera dans votre JT des communes de l'exposition Le Bambou en forme qui se termine demain à l'espace muséographique du Diamant. Mais avant, parlons de la 18e édition du mois du film documentaire qui a commencé ce samedi au Lamentin. Le public et les scolaires pourront assister à plusieurs projections en présence des réalisateurs venus des États-Unis, de la Caraïbe, mais aussi de chez nous. Jusqu'au 18 novembre prochain au Centre culturel du Lamentin, la programmation devrait permettre de promouvoir ce type de film trop souvent ignoré du grand public. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas.
Ça fait exactement 8 années que on s'inscrit au niveau national pour pouvoir projeter, être des passeurs d'images, comme on dit, dans les écoles et au tout public. Et c'est un peu dans ça qu'on milite, c'est-à-dire que la fiction c'est bien, mais le documentaire c'est de la réalité, c'est de la transmission d'histoire, c'est de la transmission, c'est du vécu. Et je pense qu'il faut éduquer le public aussi dans ce sens-là. On a la chance de pouvoir rencontrer ces réalisateurs, c'est ce qui fait la différence. Souvent on va au cinéma, mais après on est entre nous, on en discute. Là, il y a de présence sur le terrain des réalisateurs avec lesquels on pourra échanger. Les grands rendez-vous à venir, c'est jeudi 8 novembre à 19h au Centre culturel du Bourg. C'est une entrée payante, une somme modique, 5 €. Et la clôture qui se fera en beauté avec 3 films à l'affiche, vendredi 10 novembre à 18h30 au Centre culturel du Bourg, 15 €. Et vous aurez 3 films, Mauvais Genre de la Guadeloupe, Art Connect de Trinidad et le film produit par nos jeunes en interne avec Walifal, Jeunesse Croisée. J'étais venue il y a 3 ans de cela présenter ce même film avec Steve Zabena à la Trium pour son programme. Et je pense que Manuela a vu le film et a voulu poursuivre le projet pour qu'on fasse, non seulement qu'on ouvre le mois du documentaire avec le film American Promise, qui est mon film, mais aussi qu'on fasse une intervention approfondie dans les lycées, dans l'île de la Martinique. Donc je passe une semaine ici et je vais faire le voyage, le tour des lycées, parce que le film traite de trajets de 13 ans, de la maternelle jusqu'à la graduation du lycée, de mon fils et son ami, et leur scolarité, leur expérience de scolarité en tant que Noirs américains, dans un système qui est en fait injuste et dont le racisme, ils le ressentent très profondément. Culture toujours avec la 5e édition du Festival des Arts de rue Art Passy qui s'est déroulé ce week-end en Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Un rendez-vous très attendu par petits et grands et vous allez le voir, c'est tout un quartier qui se mobilise pour faire vivre l'événement. Reportage d'Ayo Délé-Germain. Samedi minuit, le festival Art Passy est à son apogée. Le duo de rap Aten Bakara enflamme l'auditoire. Cette année, le festival Art Passy, c'est 3 jours pour la promotion des arts de rue. Capoeira, cirque, percussion, 130 artistes se relaient dans la rue et sous le chapiteau pour redorer le blason des métiers de la culture. La culture, ça a été prouvé que c'est une vraie richesse pour le pays. Ça crée du bonheur pour les gens qui regardent les spectacles, les concerts. Les syndicats des patrons disent que le chômage intermittent, ça met le budget des ACDIC dans le rouge, que c'est pas valable, alors qu'en fait, non, ça s'autofinance. Pour la 5e édition consécutive, le festival se greffe au quartier de la Charbonnière. Ces rues portent l'histoire des 10 000 réfugiés surinamais qui ont fui la guerre dans les années 80, faisant de ces lieux un des centres de la culture marronne. La Charbonnière, c'est un peu le cœur d'activité culturelle aussi de Saint-Laurent. Tout se passe à la Charbonnière, le meilleur comme le pire bien sûr. Mais on a énormément d'activités autour de la danse, de la musique, il y a énormément de petits bars, de petites rencontres qui se font de manière plus ou moins spontanée. À cela s'ajoute un tiers d'autofinancement, grâce à la vente de produits dérivés et surtout 120 bénévoles qui travaillent à l'organisation du festival. Camille Hameau s'occupe de nourrir tout ce beau monde avec des aliments produits localement. J'essaie de mettre en avant le potentiel de l'Ouest Guyane au niveau de ses producteurs, à travers... On va chercher le pain à Ouala, on achète notre couac auprès d'une association, l'association Timana. On a aussi dans le secteur des producteurs qui sont dans le bio ou dans l'agriculture raisonnée. On essaye de favoriser ça parce que ça fait partie de nos valeurs dans l'équipe aussi. Et puis dans l'idée de choyer toute cette petite équipe de bénévoles et d'artistes qui permettent la faisabilité du festival et qui donnent beaucoup d'énergie tout le week-end. Une énergie qui sera sans doute toujours là pour la 6e édition prévue l'an prochain. De retour en Martinique et place au sport avec les événements qui ont marqué le week-end. Le sacre de Rodrigue Théodore, champion de la montagne en sport automobile. En football, le club franciscain a connu sa première défaite de la saison. Et les championnats de handball, basket et volley se sont poursuivis. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Cherti.
En sport automobile, hier après-midi, Rodrigue Théodore a fait coup double. Le pilote de la Maxi Mégane a remporté la dernière course de côte de la saison, celle du Rocher du Diamant, et est sacré champion de la montagne 2017. En cyclisme, la 12e édition de la Lucéenne est revenue à Brandon Barrett-Ajax de la Pédale d'Or Joséphine. Sport collectif, handball masculin, la 5e journée du championnat de prix national a vu la victoire de l'Étoile de Gondo, du Réveil sportif, de l'ASC Ducos et de l'ASC Dillon-Doubout qui enregistre sa première victoire. Au classement, les Gros Mornais sont leaders devant l'Amantinois, Floréalais et Citronnais. Chez les femmes, l'USC Citron, le Réveil sportif, l'Entente AS Mendezès Gauloise et le RC Lorrain se sont imposés. Au classement, Citronnaise mène la danse devant Gros Mornaise, l'Entente AS Mendezès Gauloise et le RC Lorrain. A noter qu'en Supercoupe Antilles Allée chez les femmes, l'Arsenal a battu l'Étoile de Morne-à-l'Eau 18-16. Concernant les hommes, la jeunesse de Trois-Rivières a disposé en Guadeloupe de Sainte-Anne-Cap-110 41-22. En basket masculin, le choc de la 4e journée du championnat de N3 est revenu au Golden Lion. La Gauloise et le Wax se sont également imposés. Au classement, le Golden Lion devance le Wax, le SC Lamantinois et l'USAC. Chez les femmes, le Golden Lion et la Gauloise se sont imposés. Les Trinitéennes sont leaders devant Joséphine, Saléenne et Spiritaine. En football, le choc de la 7e journée du championnat de R1 n'a pas eu de vainqueur. Partage des points entre le Golden Lion et le club colonial. Pour le reste, victoire du Racing, du CS Casse-Pilote et du RC Saint-Joseph. A noter également la première défaite de la saison du club franciscain. Au classement, les clubistes sont leaders devant Franciscain, Pilotin du Sud et Ducossais. Chez les femmes, le Racing, le club franciscain et le RC Saint-Joseph se sont imposés. À l'issue de la 5e journée du championnat féminin, le classement est dominé par les franciscaines devant Joséphine, Lorinoise et Toute Saison. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Direction le Diamant à l'espace muséographique Bernard David, une exposition réalisée par un médecin de la commune qui est également artiste et visible jusqu'à demain. Sur place, des sculptures de bambou qu'Hubert Bornil et Johan Boulard vous présentent. Regardez. Il ne tape pas sur les bambous, il le taille, ce médecin généraliste qui se dit atteint du syndrome Bock, la bambounia obsessionnelle compulsive. Il présente des œuvres évidemment en bambou, des scènes de la vie, de l'athlétisme, sur la perche, la haine, la mort, c'est ici. Marc Sponi est médecin généraliste au bourg du Diamant. Il a aussi une grande passion, sculpter le bambou. J'ai aimé le bambou parce que c'est une matière beaucoup plus noble qu'il n'y paraît. C'est vrai que très bio, comme on dit, et très facile à travailler. Plutôt surprenant comme CV, celui de cet originaire des Vosges. Bambou synops, le bambou en forme, c'est la conséquence de sa maladie, la bamboumania. L'exposition a failli s'appeler « L'amour toujours et la mort encore ». La mesure où effectivement il y avait des petits cœurs d'un côté et puis là il y a des choses ayant rapport effectivement à notre fin de vie qui est moins drôle, mais il y a des horloges molles, un petit peu à la Dali, qui emprisonnent quelqu'un, qui est donc symbolisé par l'aiguille de ces horloges. Il y a des moyens légaux de tuer, avec même des choses comme ça. Son cabinet de médecine est un vrai musée. En tout, l'homme compte à peu près 150 sculptures en bambou. Imaginez alors l'étonnement de ses patients. Certains en entrant sont un petit peu, effectivement, me disent mais on est dans un musée, c'est un peu flatteur, c'est peut-être les étiquettes qui font ça. Mais en tout cas, c'est vrai que assez souvent, ils vont quand même, en attendant, si jamais c'est les proches d'un patient, ils aiment bien regarder, lire. Installé en Martinique depuis 1992, c'est 6 ans plus tard que lui est venue cette inspiration. Aujourd'hui encore, le médecin sculpteur a du mal à expliquer. De façon presque effectivement compulsive, on pourrait se dire, d'un seul coup on se lève un matin et touché par la grâce, je ne sais pas, mais enfin en tout cas on a envie de faire ça et voilà.
Donc c'est bizarre effectivement d'avoir une inspiration comme ça. D'où est-ce qu'elle vient, je ne sais pas. De toute façon, vous n'aurez aucun mal à joindre le médecin généraliste et également artiste. Il est entre son cabinet et cet espace d'exposition. D'ailleurs, ses œuvres, il espère les vendre pour les personnes sinistrées de la Dominique. Quelques informations pratiques maintenant avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont prévues demain de 8h30 à 16h à Fort-de-France dans les quartiers Route de Mout, rue de Césaire, rue Fleury-Noël ainsi qu'à rue François Rustal. Enfin, des coupures de courant sont également prévues demain de 8h à 16h à Schellcher, cette fois-ci au quartier Batelière. Information pratique maintenant pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking du Technopole de Carlis à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laminard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. Retrouvez Régine Germani en Tchèque pays. A tout de suite.